Alors Philippe de Valois, ayant du regard demandé la parole à son père, dit « La douleur vous égare, Louis. Jeanne n'a point sur l'âme si gros péché que Marguerite est blanche. Certes, elle est grandement coupable d'avoir servi leurs entraînements, et par cela, elle a fort démérité, mais messire de Nogaret n'a point obtenu de preuve qu'elle ait trahi le mariage. »« Faites-la donc tourmenter par lui, et vous verrez si elle n'avoue pas, » cria Louis. « Elle a aidé à souiller mon honneur et celui de Charles. Si vous nous aimez, vous lui ferez même mesure qu'aux deux autres trompeuses. » Philippe de Poitiers prit un temps. « Votre honneur m'est cher, Louis, dit-il. Mais la comté franche ne me l'est pas moins. » Les assistants se regardèrent, et Philippe enchaîna. « Vous avez la Navarre en propre, Louis, qui vous vient de notre mère. Vous êtes déjà roi, et vous aurez, le plus tard possible, à Dieu ne plaise, la France. Devers moi, je n'ai que Poitiers, que notre père m'a fait grâce de me donner, et je ne suis même pas pair de France. Mais par Jeanne, ma femme, je suis comte palatin de Bourgogne et sire de Salins, dont les mines de sel produisent le plus gros de mes revenus. Que donc Jeanne soit close dans un couvent pour le temps que se fasse l'oubli, et pour toujours, s'il est nécessaire à votre honneur. C'est là ce que je propose, mais qu'on n'attente point à sa vie. » Monseigneur Louis d'Évreux, qui s'était tu jusque-là, approuva Philippe. « Mon neveu a raison. Et tant devant Dieu que devant le royaume, dit-il d'une voix pénétrée mais sans emphase, la mort est chose grave, dont nous avons grand tourment pour nous-mêmes et que nous ne devons pas décider pour autrui dans la colère. » Louis de Navarre lui jeta un mauvais regard. Il y avait deux clans dans la famille, et cela de longue date. Valois possédait l'affection de ses neveux Louis et Charles, qui étaient faibles, influençables, et baies un peu devant sa faconde, sa vie d'aventure, et ses trônes perdus. Philippe de Poitiers, en revanche, tenait du côté de son oncle d'Évreux, personnage calme, droit, réfléchi, qui n'encombrait pas le siècle avec ses ambitions et se contentait fort bien de ses terres normandes qu'il administrait sagement. Les assistants ne furent donc pas étonnés de le voir appuyer son neveu préféré, on connaissait leurs affinités. Plus surprenante fut l'attitude de Valois qui, après le discours furibond qu'il venait de faire, laissa Louis de Navarre sans soutien et se prononça lui aussi contre la peine de mort. Le couvent lui paraissait un châtiment trop doux pour les coupables, mais la prison la forteresse à vie, et il insista bien sur ce dernier mot. Voilà ce qu'il conseillait. Une telle mansuétude, chez l'ex-empereur titulaire de Constantinople, n'était pas l'expression d'une disposition naturelle. Elle ne pouvait résulter que d'un calcul qui s'était immédiatement opéré quand Louis de Navarre avait prononcé le mot de bâtarde. En effet, quel était l'état actuel de la descendance royale? Louis de Navarre n'avait d'autre héritière que cette petite Jeanne, depuis un instant entachée d'un grave soupçon d'illégitimité, ce qui pouvait mettre obstacle à son accession éventuelle au trône. Charles était sans postérité, sa femme blanche n'ayant mis au monde que des enfants mort-nés. Philippe de Poitiers avait 3 filles, mais sur lesquelles le scandale pourrait éventuellement rejaillir. Or, si l'on exécutait les épouses coupables, les 3 princes se hâteraient de reprendre femme, avec ainsi toute chance d'avoir d'autres enfants. Tandis que si l'on enfermait leurs épouses à vie, ils allaient demeurer mariés, empêchés de contracter d'autres unions, et donc de mieux assurer leur lignée. Charles de Valois était un prince imaginatif. Pareil à ces capitaines qui, partant pour la guerre, rêvent de l'éventualité où tous les officiers au-dessus d'eux seraient tués, et se voient déjà portés à la tête de l'armée, le frère du roi, regardant la poitrine creuse de son neveu Louis Hutin et la maigreur de son neveu Philippe de Poitiers, pensait que la maladie pouvait faire des ravages bien imprévus. Il y avait aussi les accidents de chasse, les lances qui se rompent dans les tournois, les chevaux qui se renversent, et il n'était pas rare que des oncles survécussent à leurs neveux. « Charles, » dit l'homme aux paupières immobiles, qui pour l'instant était le seul et vrai roi de France. Valois tressaillit, comme s'il craignait d'avoir été deviné. Mais ce n'était pas à lui, c'était à son 3e fils que Philippe le Bel s'adressait. Le jeune prince écarta les mains de devant sa figure. Il pleurait. « Blanche, Blanche, comment est-il possible, mon père? Comment a-t-elle pu ?» gémit-il. « Elle me disait si fort qu'elle m'aimait, elle me le prouvait si bellement. » Isabelle eut un mouvement d'impatience et de mépris. Cet amour des hommes pour les corps qu'ils ont possédés, pensa-t-elle, et cette aisance avec laquelle ils croient le mensonge pourvu qu'ils aient le ventre qu'ils désirent. « Charles, insista le roi,
comme s'il parlait à un faible d'esprit. « Que conseillez-vous qu'on fasse de votre épouse ?»« Je ne sais, mon père, je ne sais. Je veux me cacher, je veux partir, je veux entrer dans un couvent. » C'était lui bientôt qui allait demander châtiment parce que sa femme l'avait trompé. Philippe le Bel comprit qu'il n'en tirerait rien de plus. Il regardait ses enfants comme s'il ne les avait jamais vus. Il réfléchissait sur l'ordre de primogéniture et se disait que la nature parfois servait bien mal le trône. Que de sottises pouvait accomplir à la tête du royaume cet irréfléchi, impulsif et cruel qu'était Louis, son aîné. Et de quel soutien pourrait lui être le puits-né, qui s'effondrait dès son premier drame. Le mieux doué pour régner était à coup sûr Philippe de Poitiers. Mais Louis ne l'écouterait guère, cela se devinait. « Ton conseil, Isabelle ?» demanda-t-il à sa fille assez bas, en se penchant vers elle. « Femme qui a failli, répondit-elle, doit être à jamais écartée de transmettre le sang des rois. Et le châtiment doit être connu du peuple afin qu'on sache que le crime est puni sur une femme ou fille de roi plus durement que sur la femme d'un serf. »« C'est bien pensé, dit le roi. De tous ses enfants, c'était elle en vérité qui eût fait le meilleur souverain. Justice sera rendue avant vêpres, dit le roi en se levant, et il se retira pour aller comme toujours consulter sa décision dernière avec Marigny et Nogaret. Le jugement. Durant tout le trajet de Paris à Pontoise, la comtesse Mao, dans sa litière, chercha des arguments propres à fléchir le courroux du roi. Mais elle parvenait mal à fixer ses idées. Trop de pensées l'habitaient, trop de craintes, trop de colère aussi contre la folie de ses filles, contre la bêtise de leurs maris, contre l'imprudence de leurs amants, contre tous ceux qui, par légèreté, aveuglement ou quête sensuelle, risquaient de ruiner le laborieux édifice de sa puissance. Mère de princesse répudiée, que deviendrait Mao? Elle était bien décidée à noircir autant qu'elle le pourrait la reine de Navarre et à rejeter sur celle-ci toute la culpabilité. Marguerite n'était pas sa fille. Pour ses propres enfants, Mao plaiderait l'entraînement, le mauvais exemple. Robert d'Artois avait mené la troupe bon train, comme s'il voulait faire montre de zèle. Il prenait plaisir à voir le chanoine chancelier rebondir sur sa selle, et surtout à entendre les gémissements de sa tante. Chaque fois que, de la grande litière secouée par les mules, s'échappait une plainte, Robert, comme par hasard, faisait forcer l'allure. Aussi la comtesse eut-elle un râle de soulagement quand apparurent enfin au-dessus d'une ligne d'arbres les tourelles de Maubuisson. Bientôt, l'équipage pénétra dans la cour du château. Un grand silence y régnait, rompu seulement par le pas des archers. Mao descendit de litière et, à l'officier de garde, demanda où était le roi. « Il rend justice, madame, dans la salle capitulaire. » Suivi de Robert, de Thierry d'Hirson et de Béatrice, Mao se dirigea vers l'abbaye. En dépit de sa fatigue, elle marchait vite et ferme. La salle capitulaire offrait ce jour-là un spectacle inhabituel. Sous les voûtes froides qui abritaient d'ordinaire des assemblées de nonnes, toute la cour de France se tenait figée devant son roi. Quelques rangs de visages se tournèrent à l'entrée de la comtesse Mao et un murmure courut. Une voix qui était celle de Nogaret s'arrêta de lire. Mao vit le roi, couronne en tête et sceptre en main, l'œil grand ouvert, immobile. Dans la terrible fonction de justice qu'il remplissait, Philippe le Bel semblait absent du monde, ou plutôt, il semblait communiquer avec un univers plus vaste que le monde visible. La reine Isabelle, Marigny, Charles de Valois, Louis d'Évreux, ainsi que les trois princes et plusieurs grands barons étaient assis à ses côtés. Au pied de l'estrade, trois petits moines agenouillés inclinaient vers les dalles leurs crânes rasés. À l'un de pareils se tenait un peu en retrait, debout, les mains croisées, sur la garde de son épée. « Dieu soit loué, » pensa Mao. « J'arrive à temps. On juge quelque affaire de sorcellerie ou de sodomie. » Elle s'apprêtait à gagner l'estrade où son rang de père de royaume lui donnait place. Soudain, elle sentit ses jambes se dérober. L'un des pénitents agenouillés avait levé la tête. Mao reconnut sa fille blanche. Les trois princesses avaient été rasées et vêtues de bure. Mao chancela sous le cou avec un cri sourd, comme si on l'avait frappé au ventre. Machinalement, elle s'accrocha au bras de son neveu parce que c'était le premier bras qui se trouvait là. « Trop tard, ma tante, hélas, nous arrivons trop tard, » dit Robert d'Artois qui savourait pleinement sa vengeance. Le roi fit un signe au garde des sceaux qui reprit la lecture du jugement.
Et par les dits témoignages et aveux ayant été prouvés adultères, les dites dames Marguerite, épouse de monseigneur le roi de Navarre, et Blanche, épouse de monseigneur Charles, seront emprisonnées dans la forteresse de Château-Gaillard, et ce pour le restant des jours qu'il plaira à Dieu de leur accorder. »« À vie, murmura Mao. Elles sont condamnées à vie. » Aussi dame Jeanne, comtesse palatine de Bourgogne et épouse de monseigneur de Poitiers, étant considérée qu'elle n'a point été convaincue d'avoir forfait le mariage, et que ce crime ne peut lui être imputé, mais étant établi les complaisances coupables qu'elle eut, sera enfermée en le donjon de Dourdan, pour autant qu'il sera nécessaire à sa repentance et qu'il plaira au roi. Il y eut un temps de silence, pendant lequel Mao pensa en regardant Nogaret, « C'est lui. C'est ce chien qui a tout fait avec sa rage d'épier, de dénoncer, de tourmenter. Il me le paiera de sa peau. » Mais le garde des Sceaux n'avait pas achevé sa lecture. Aussi, les sires Gauthier et Philippe d'Aunay, ayant forfait à l'honneur et trahi le lien féodal en commettant l'adultère avec personne de majesté royale, seront roués, écorchés vifs, châtrés, décapités et pendus au gibet public de Pontoise au matin du jour à suivre celui-ci. Ainsi notre très sage, très puissant et très aimé roi notre sire en a jugé. Les épaules des princesses avaient frissonné pendant l'énoncé des supplices qui attendaient leurs amants. Nogaret roula son parchemin et le roi se leva. La salle commença de se vider dans un long murmure qui résonnait entre ces murs habitués à la prière. La comtesse Mao vit qu'on s'écartait d'elle et qu'on évitait son regard. Elle voulut aller vers ses filles, mais Alain de Pareil lui barra le passage. « Non, madame, dit-il, le roi n'autorise que ses fils, s'ils le désirent, à entendre l'adieu de leurs épouses et leur repentir. » Elle chercha aussitôt à se retourner vers le roi, mais celui-ci était déjà sorti, de même que Louis de Navarre et Philippe de Poitiers. Seul des trois époux, Charles était resté. Il s'approcha de Blanche. « Je ne savais pas, je ne voulais pas, Charles, » dit celle-ci en éclatant en sanglots. Le rasoir avait laissé sur sa tête chauve de petites plaques rouges. Mao se tenait à quelques pas, soutenu par son chancelier et sa demoiselle de parage. « Ma mère !» lui cria Blanche. « Dites à Charles que je ne savais pas et qu'il m'accorde pitié !» Jeanne de Poitiers se passa les mains sur les oreilles, qu'elle avait un peu décollées, comme si elle ne s'habituait pas à les sentir nues. Adossé contre un pilier près de la porte, Robert d'Artois, les bras croisés, contemplait son œuvre. « Charles, Charles !» répétait Blanche. À ce moment s'éleva la voix dure d'Isabelle d'Angleterre. « Point de faiblesse, Charles. Restez prince, dit-elle. » Ces mots provoquèrent un sursaut de fureur chez la troisième condamnée, Marguerite de Bourgogne. « Point de faiblesse, Charles! Point de pitié, s'écria-t-elle. Imitez votre sœur Isabelle, qui ne peut comprendre les élans d'amour. Elle n'a que haine et fiel dans le cœur. Sans elle, vous n'auriez jamais rien appris. Mais elle me hait, elle vous hait, elle nous hait tous. » Isabelle considéra Marguerite avec une colère froide. « Dieu vous pardonne vos crimes, dit-elle. »« Il me pardonne plus vite mes crimes qu'il ne fera de toi une femme heureuse, » lui lança Marguerite. « Je suis reine, » répliqua Isabelle. « Si je n'ai pas le bonheur, au moins j'ai un sceptre et un royaume que je respecte. »« Moi, si je n'ai pas eu le bonheur, au moins j'ai eu le plaisir qui vaut toutes les couronnes du monde, et je ne regrette rien. » Dressée en face de sa belle-sœur qui portait diadème, Marguerite, le crâne dénudé, le visage ravagé par l'angoisse et les larmes, trouvait encore la force d'insulter, de blesser et de plaider pour son corps. « Il y avait le printemps, dit-elle, d'une voix pressée, haletante. Il y avait l'amour d'un homme, la chaleur et la force d'un homme, la joie de prendre et d'être prise. Tout ce que tu ne connais pas, que tu crèves de connaître et que tu ne connaîtras jamais. Ah, tu ne dois guère être attirante au lit pour que ton mari préfère chercher son plaisir auprès des garçons. » Blême, mais incapable de répondre, Isabelle fit un signe à Alain de Pareil. « Non !» cria Marguerite. « Tu n'as rien à dire à messire de Pareil. Je l'ai déjà commandé, et je le commanderai peut-être de nouveau quelques jours. Il souffrira bien encore une fois de partir à mon ordre. » Elle tourna le dos et indiqua d'un signe au chef des archers qu'elle était prête. Les trois condamnés sortirent, traversèrent sous escorte la cour de Maubuisson et regagnèrent la chambre qui leur servait de cellule. Quand Alain de Pareil eut refermé la porte sur elle, Marguerite courut au lit et s'y jeta en mordant les draps. « Mes cheveux, mes beaux cheveux !» sanglotait Blanche. Jeanne de Poitiers cherchait à se rappeler l'aspect du donjon de Dourdan.
Le supplice. L'aube fut lente à venir pour ceux qui avaient traversé la nuit sans repos, sans espérance et sans oubli. Couchés côte à côte sur une brassée de paille, dans une cellule de la prévôté de Pontoise, les frères Daunet attendaient la mort. Sur l'ordre du garde des Sceaux, ils avaient été soignés, ainsi leur plaie ne saignait plus, leur cœur battait mieux, et dans leur chair écrasée, il était revenu un peu de force, afin qu'ils puissent mieux éprouver les supplices auxquels ils étaient promis. À Maubuisson, ni les princesses condamnées, ni leurs époux, ni Mao, ni le roi lui-même n'avaient pu trouver le sommeil. Et Isabelle non plus n'avait dormi, obsédée par les paroles de Marguerite. En revanche, Robert d'Artois, après ses 20 grandes lieues de chevauchée, s'était écroulé sans même ôter ses bottes sur la première couche venue, dans le logis d'accueil. Lormet, un peu avant prime, dut le secouer pour qu'il ne manquât pas le plaisir d'assister au départ de ses victimes. Dans la cour de l'abbaye, 3 grands chariots bâchés de noir venaient de se ranger, et messire Alain de Pareil faisait aligner sous la clarté rose du petit matin les 60 cavaliers en gambisons de cuir, cottes de mailles et chapeaux de fer, qui formeraient l'escorte du convoi vers Dourdan d'abord, puis la Normandie. Derrière l'une des fenêtres du château, la comtesse Mao regardait le front appuyé au vitrail et ses larges épaules secouées de soubresauts. « Pleurez-vous, madame » demanda Béatrice d'Hirson, de sa voix traînante. « Cela peut m'arriver aussi, » répondit rudement Mao. Puis, comme Béatrice était déjà tout habillée, robe, coiffe et chape, elle ajouta « Sors-tu donc ?»« Oui, madame, je vais voir le supplice, si vous le permettez. » La place du Martroi, à Pontoise, où allait avoir lieu l'exécution des frères Daunet, était emplie par la foule lorsque Béatrice y arriva. Bourgeois, paysans et soldats y affluaient depuis l'aube. Les propriétaires des maisons qui donnaient sur la place avaient loué à bon prix leurs fenêtres de façade, où les têtes se pressaient sur plusieurs rangs. Les crieurs publics, la veille, avaient publié le jugement aux 4 coins de la ville. Roués, écorchés vifs, châtrés, décapités. Le fait que les condamnés fussent jeunes, qu'ils fussent nobles et riches, et surtout que leur crime fût un grand scandale d'amour éclaté dans la famille royale, excitait les curiosités et les imaginations. L'échafaud avait été monté dans la nuit. Il s'élevait à une toise du sol et supportait 2 roues placées horizontalement, ainsi qu'un billot de chêne. En arrière se dressait le gibet. 2 bourreaux, ceux-là même qui avaient infligé la question aux Daunet, mais à présent vêtus de bonnets et de surcots rouges, escaladèrent la petite échelle qui menait à la plateforme. 2 aides les suivaient, chargés des coffres noirs qui contenaient leurs outils. L'un des bourreaux fit tourner les roues qui grincèrent. Alors la foule se mit à rire, comme devant un tour de battleur. On lança des plaisanteries, on se cogna du coude, on fit circuler de bras en bras une cruche de vin qu'on tendit aux bourreaux, ils y burent, et la foule applaudit. Lorsqu'apparut entourée d'archers la charrette qui amenait les frères Daunet, un grand tumulte monta dans la place, et s'amplifia à mesure qu'on distinguait mieux les condamnés. Ni Gauthier ni Philippe ne bougeaient. Des cordes les liaient au montant de la charrette, sans lesquelles ils eussent été incapables de tenir debout. Les aumônières brillaient à leur ceinture, sur leurs choses déchirées. Un prêtre, venu recueillir leurs confessions bredouillées et leur dernière volonté, les accompagnait. Épuisés, pantelants, hébétés, ils semblaient n'avoir plus vraiment conscience de ce qui se passait. Les aides-bourreaux les hissèrent sur la plateforme et les dévêtirent. À les voir nus entre les mains des bourreaux, la foule alors fut prise de transe et poussa des hurlements. Quolibets et remarques obscènes s'échangèrent à travers la place. Les 2 gentilshommes furent couchés et liés sur les roues, la face tournée vers le ciel, puis on attendit. De longues minutes passèrent ainsi. L'un des bourreaux s'était assis sur le billot. L'autre éprouvait du pouce le tranchant de la hache. La foule s'impatientait, posait des questions, commençait à devenir houleuse. Soudain, l'on comprit la raison de cette attente. 3 chariots dont on avait à demi relevé les bâches noires se présentaient à l'entrée de la Grand-Rue. Par un suprême raffinement dans le châtiment, Nogaret, en accord avec le roi, avait ordonné que les princesses assistassent au supplice. L'intérêt des spectateurs se trouva partagé entre les 2 condamnés nus sous les nuages et les princesses royales prisonnières et rasées. Il s'ensuivit quelques mouvements de masse que les archers durent contenir. En apercevant l'échafaud, Blanche s'était évanouie. Jeanne, agrippée aux ridelles de son chariot, criait aux gens « Dites à mon époux, dites à monseigneur Philippe que je suis innocente !» Jusque-là, elle avait tenu ferme, mais sa résistance venait de céder.
Les badauds se la montraient en riant, telle une bête de ménagerie dans sa cage. Des mégères l'insultaient. Seule Marguerite de Bourgogne avait le courage de regarder, et ceux qui l'observaient d'assez près purent se demander si elle n'éprouvait pas un atroce, un affreux plaisir à voir exposer aux yeux de tous l'homme qui allait mourir de l'avoir possédé. Lorsque les bourreaux levèrent leurs masses pour rompre les os des condamnés, elle hurla « Philippe !» d'un ton qui n'était point celui de la douleur. On entendit des craquements, et le ciel, pour les frères d'Aunay, s'éteignit. D'abord leurs jambes et leurs cuisses furent brisées. Ensuite les bourreaux firent pivoter les roues d'un demi-tour, et les masses frappèrent les avant-bras et les bras des condamnés. Les rayons et les moyeux répercutaient les coups, et les bois craquaient autant que les os. Puis, les bourreaux appliquant les peines dans l'ordre prescrit, se munirent d'instruments de fer à plusieurs crocs et arrachèrent par grands lambeaux la peau des deux corps. Le sang giclait, ruisselait sur la plateforme. L'un des bourreaux dut s'essuyer les yeux. Cette sorte de supplice prouvait assez que la couleur rouge, réglementaire pour le vêtement des exécuteurs, répondait à une nécessité. Roué, écorché vif, châtré, décapité. S'il restait encore quelque vie dans les deux frères d'Aunay, tout sentiment, toute conscience s'était retiré d'eux. Une vague d'hystérie agita l'assistance lorsque les bourreaux, à l'aide de longs couteaux de boucher que leur tendirent leurs aides, mutilèrent les amants coupables. Les gens se bousculaient pour mieux voir. Des femmes criaient à leurs maris « T'en mériterais bien autant, hein, gros paillard! Tu vois ce qui t'arrivera si tu me fais la pareille !» Les bourreaux avaient rarement l'occasion de donner si complète démonstration de leur talent, et devant un si chaleureux public. Ils échangèrent un coup d'œil et ensemble, d'un mouvement bien réglé de jongleurs, ils lancèrent en l'air les objets de la faute. Un plaisantin cria, montrant les princesses du doigt « C'est à elle qu'il faut les donner !» Et la foule éclata de rire. Les suppliciés furent descendus des roues et traînés vers le billot. La lueur de la hache brilla par 2 fois, puis les aides portèrent jusqu'aux potences ce qui restait de Gauthier et de Philippe d'Aunay, de ces 2 beaux écuyers qui, l'autre avant-veille, caracolaient sur la route de Clermont, 2 corps rompus, sanguinolents, sans tête et sans sexe, qui furent hissés et accrochés par les aisselles aux fourches du gibet. Aussitôt après, sur un ordre d'Alain de Pareil, les 3 chariots noirs, encadrés par les cavaliers en chapeau de fer, se remirent en marche, et les sergents de la prévôté commencèrent à faire évacuer la place. La foule s'écoula lentement, chacun voulant passer au plus près de l'échafaud afin d'y jeter un dernier regard. Puis les gens, par petits groupes, et se livrant leurs commentaires, s'en retournèrent, qui vers sa forge ou son étal, qui vers son échoppe, qui vers son jardin, pour y reprendre avec tranquillité le travail quotidien. Car en ces siècles où la moitié des femmes mouraient en couches, et les 2/3 des enfants au berceau, où les épidémies ravageaient l'âge adulte, où l'enseignement de l'Église préparait surtout à quitter la vie, et où les œuvres d'art, crucifixions, martyrs, mises au tombeau, jugement dernier offraient constamment la représentation du trépas, l'idée de la mort était familière aux esprits, et seule une manière exceptionnelle de mourir pouvait un moment les émouvoir. Devant une poignée de badauds obstinés, et tandis que les aides lavaient les outils du supplice, les 2 exécuteurs se partageaient les dépouilles de leurs victimes. En effet, ils avaient droit par coutume à tout ce qu'ils trouvaient sur les condamnés, de la ceinture aux pieds. Cela faisait partie des profits de leur charge. Ainsi, les aumônières envoyées par la reine d'Angleterre allaient finir, aubaine rare, aux mains des bourreaux de Pontoise. Une belle créature brune, vêtue en fille de noblesse, s'approcha de ces derniers et, à mi-voix, d'un ton un peu traînant, leur demanda la langue de l'un des suppliciés. « On dit que c'est bon pour les maux de femme, » expliqua-t-elle. « La langue de n'importe lequel des 2, cela m'est égal. » Les bourreaux la regardèrent d'un air soupçonneux. N'y avait-il pas quelque tour de sorcellerie là-dessous? Car il était bien connu que la langue d'un pendu, surtout un pendu du jour de vendredi, servait à évoquer le diable. Mais une langue de décapité pouvait-elle faire même usage? Comme Béatrice d'Hirson avait une belle pièce d'or brillante dans le creux de la main, ils acceptèrent, et, feignant de mieux assujettir l'une des têtes fichées sur le gibet, y prélevèrent ce qui leur était demandé. « C'est seulement la langue que vous voulez ?» dit Goguenard, le plus grand des 2 bourreaux, « parce que, pour marché égal, on pourrait aussi bien vous fournir le reste. »
Rien décidément n'était ordinaire dans cette exécution. Sur la route de Poissy, 3 chariots noirs s'en allaient lentement. Dans le dernier, une femme au crâne rasé, en chaque village traversé, s'obstinait à crier aux paysans surgis sur leurs portes « Dites à monseigneur Philippe que je suis innocente! Dites-lui que je ne l'ai pas honni !» Le chevaucheur du crépuscule. Cependant que le sang des frères d'Aunay séchait sur la terre jaune de la place du Martroi, où les chiens venaient renifler en grognant, Maubuisson sortait lentement du drame. Les 3 fils du roi restèrent invisibles pendant tout le jour. Personne ne leur fit visite, hors les gentilshommes attachés à leur service. Mao avait tenté vainement d'être reçu par Philippe le Bel. Nogaret vint lui déclarer que le roi travaillait et souhaitait n'être pas troublé. « C'est lui, c'est ce dogue, pensa Mao, qui a tout machiné et qui maintenant m'empêche d'arriver à son maître. » Tout persuadait à la comtesse de voir dans le garde des Sceaux le principal artisan de la perte de ses filles et de sa disgrâce personnelle. « À la pitié de Dieu, messire de Nogaret, à la pitié de Dieu !» lui dit-elle d'un ton de menace, avant de remonter en litière pour regagner Paris. D'autres passions, d'autres intérêts s'agitaient à Maubuisson. Les familiers des princesses exilées cherchaient à renouer les fils invisibles de la puissance et de l'intrigue, fût-ce en reniant les amitiés dont la veille ils se paraient. Les navettes de la peur, de la vanité et de l'ambition s'étaient mises en marche pour retisser sur un nouveau dessein la toile brutalement déchirée. Robert d'Artois avait l'habileté de ne pas afficher son triomphe. Il attendait d'en récolter les fruits. Mais déjà les égards qu'on avait d'ordinaire pour le clan de Bourgogne se déplaçaient vers lui. Le soir, il fut convié au souper du roi, et l'on vit bien à cela qu'il remontait en faveur. Petit souper, presque souper de deuil, et qui réunissait seulement les frères de Philippe le Bel, sa fille, Marigny, Nogaret et Bouville. Le silence pesait dans la salle étroite et longue où le repas était servi. Charles de Valois lui-même se taisait, et le lévrier Lombard, comme s'il ressentait la gêne des convives, avait quitté les pieds de son maître pour aller s'allonger devant la cheminée. Robert d'Artois cherchait avec insistance à rencontrer les yeux d'Isabelle, mais celle-ci mettait la même persévérance à dérober son regard. Elle ne voulait donner aucun signe à son géant cousin, ayant avec lui pour chasser les passions coupables, d'être accessible aux mêmes tentations. Elle n'acceptait de complicité que dans la justice. « L'amour n'est pas mon lot, se disait-elle, je m'y dois résigner. » Mais il lui fallait s'avouer qu'elle se résignait mal. Au moment où les écuyers entre 2 services changeaient les tranches de pain, Lady Mortimer entra, portant le petit prince Édouard, pour qu'il donnât à sa mère le baiser de bonsoir. « Madame de Joinville, dit le roi en appelant Lady Mortimer par son nom de naissance, approchez-moi mon seul petit-fils. » Les assistants notèrent la façon dont il avait prononcé le mot « seul ». Philippe le Bel prit l'enfant et le tint un grand moment devant ses yeux, étudiant ce petit visage innocent, rond et rose, où les fossettes marquaient des ombres. De qui montrerait-il les traits et la nature? De son père, changeant, influençable et débauché, ou de sa mère Isabelle? Pour l'honneur de mon sang, pensait le roi, j'aimerais que tu sois à la ressemblance de ta mère. Mais pour le bonheur de la France, fasse le ciel que tu sois seulement le fils de ton faible père. Car les questions successorales se posaient forcément à lui. Qu'arriverait-il si un prince d'Angleterre se trouvait un jour en position de réclamer le trône de France? « Édouard, souriez à sire votre grand-père, » dit Isabelle. Le petit prince ne paraissait avoir aucune peur du regard royal. Soudain, avançant son poing minuscule, il le plongea dans les cheveux dorés du souverain et tira sur une mèche qui bouclait. Ce fut Philippe le Bel qui sourit. Alors il y eut chez tous les convives un soupir de soulagement, chacun s'empressa de rire, et l'on osa enfin parler. Le repas achevé, le roi congédia ses hôtes, à l'exception de Marigny et de Nogaret. Il vint s'asseoir près de la cheminée et fut un grand moment sans rien dire. Ses conseillers respectèrent son silence. « Les chiens sont créatures de Dieu, mais ont-ils conscience de Dieu ?» demanda-t-il subitement. « Sire, » répondit Nogaret, « nous savons beaucoup des hommes parce que nous sommes hommes nous-mêmes, mais nous connaissons bien peu du reste de la nature. » Philippe le Bel se tut à nouveau, interrogeant les yeux fauves cernés de noir du grand lévrier allongé devant lui, le museau sur les pattes. Le chien battait par instants des paupières, le roi pas.
Comme il arrive souvent aux hommes de pouvoir, lorsqu'ils viennent d'assumer de tragiques responsabilités, le roi Philippe méditait autour de problèmes universels et vagues, quêtant dans l'invisible la certitude d'un ordre où s'inscrivissent sans erreur sa vie et ses actions. Enfin il se redressa et dit « Enguerrand, je pense que nous avons bien jugé. Mais où va le royaume? Mes fils n'ont point d'héritier. » Marigny répondit « Ils en auront s'ils reprennent femme, sire. »« Ils ont femme, devant Dieu. Dieu peut les en délivrer. Dieu n'obéit pas au Seigneur de la terre. »« Le pape peut délier, dit Marigny. » Le regard du roi se tourna vers Nogaret. « L'adultère n'est point motif d'annulation du mariage, dit aussitôt le garde des Sceaux. « Nous n'avons pourtant pas d'autre recours, dit Philippe le Bel, et je n'ai point à considérer la loi commune, fût-elle aux mains du pape. Un roi doit prévoir qu'il peut mourir à toute heure. Je ne puis m'en remettre à d'éventuels veuvages pour assurer la lignée royale. » Nogaret leva sa grande main maigre et plate. « Alors, sire, dit-il, que n'avez-vous fait exécuter vos brus, 2 tout au moins. »« Je l'eusse fait à coup sûr, répondit froidement Philippe le Bel, si par cela je ne me fusse d'évidence aliéné les 2 Bourgognes. La succession au trône est certes chose importante, mais l'unité du royaume ne l'est pas moins. » Marigny approuva du front silencieusement. « Messire Guillaume, poursuivit le roi, vous allez donc vous rendre auprès du pape Clément, et vous saurez lui représenter qu'une union de rois n'est pas union d'hommes ordinaires. Mon fils Louis est mon successeur, il doit être le premier des liés. »« J'y emploierai mon zèle, sire, répondit Nogaret. Mais ne doutez pas que la duchesse de Bourgogne ne mette tout en œuvre pour nous faire obstacle auprès du Saint-Père. » On entendit un bruit de galopes à bord du château, puis les grincements des barres et des ferrures de la porte principale. Marigny s'approcha de la fenêtre tout en disant « Le Saint-Père nous doit trop, et d'abord sa tiare, pour ne pas entendre nos raisons. Le droit canon offre assez de motifs. » Les fers d'un cheval sonnèrent sur le pavé de la cour. « Un chevaucheur, sire, dit Marigny. Il semble avoir parcouru un long chemin. »« De qui vient-il ? dit le roi. »« Je ne sais pas, je ne distingue point ses armes. Il conviendrait aussi, continua Marigny, de chapitrer un peu monseigneur Louis, pour qu'il n'allât pas, par quelque démarche mal ordonnée, gâcher sa propre affaire. »« J'y veillerai, Enguerrand, dit le roi. À ce moment, Hugues de Bouville entra. « Sire, un messager de Carpentras, il demande à être reçu par vous-même. »« Qu'il vienne. »« Le courrier du pape, dit Nogaret. » La coïncidence n'avait rien qui dût les surprendre. Entre le Saint-Siège et la cour, la correspondance était fréquente, sinon quotidienne. Le chevaucheur, un garçon de 25 ans environ, de grande taille et large d'épaules, était couvert de poussière et de boue. La croix et la clé, largement brodées sur sa cotte jaune et noire, désignaient un serviteur de la papauté. Il tenait à la main gauche son couvre-chef et son bâton de fonction. Il s'avança vers le roi, mit le genou en terre et détacha de sa ceinture la boîte d'ébène et d'argent qui contenait le message. « Sire, dit-il, le pape Clément est mort. » Les assistants eurent le même sursaut. Le roi et Nogaret particulièrement se regardèrent et pâlirent. Le roi ouvrit la boîte d'ébène, sortit une lettre dont il brisa le sceau, qui était celui du cardinal Arnaud d'Auch. Il lut avec attention, comme pour bien s'assurer de la vérité de la nouvelle. « Le pape que nous avions fait est maintenant adieu, murmura-t-il en tendant le parchemin à Marigny. « Quand a-t-il passé » demanda Nogaret. « Voilà 6 jours francs, répondit Marigny, dans la nuit du 19 au 20. »« 1 mois après, dit le roi. « Oui, sire, 1 mois après, dit Nogaret. Ils avaient fait ensemble le même calcul. Le 18 mars, au milieu des flammes, le grand maître des Templiers leur avait crié « Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite apparaître au tribunal de Dieu. » Et voici que le premier déjà était mort. « Dis-moi, reprit le roi s'adressant au chevaucheur et lui faisant signe de se relever, comment est mort notre Saint-Père ? » « Sire, le pape Clément était chez son neveu, messire de Gau, à Carpentras, quand il fut saisi de fièvre et d'angoisse. Alors il dit qu'il voulait retourner en Guyenne pour y mourir au lieu de sa naissance, à Villandreau. Mais il ne put aller plus loin que la première étape,
et dut se fermer à Roquemaure, près de Châteauneuf. Ses physiciens ont tout essayé pour le garder en vie, jusqu'à lui faire manger des émeraudes pilées en poudre, qui sont remède le meilleur, à ce qu'il paraît, pour le mal qu'il avait. Mais rien n'a fait. L'étouffement l'a pris, les cardinaux étaient autour de lui, je ne sais rien d'autre. Il se tut. « Va, dit le roi. » Le chevaucheur sortit. Il n'y eut plus dans la salle d'autre bruit que le souffle du grand lévrier qui dormait devant le feu. Le roi et Nogaret n'osaient se regarder. Serait-il possible vraiment, pensait-il, que nous soyons maudits? Auquel de nous deux maintenant? Le monarque était d'une pâleur impressionnante, et il avait dans sa longue robe royale la raideur glacée des gisants. Troisième partie, la main de Dieu. La rue des Bourdonnais. Le peuple de Paris ne mit que 8 jours à construire autour de la condamnation des princesses adultères une légende de débauche et de cruauté. Imagination de carrefour et vantardise de boutique. Tel affirmait tenir la vérité de première bouche d'un sien compère qui livrait les épices à l'hôtel de Nesle. Tel autre avait un cousin à Pontoise. L'affabulation populaire s'était surtout emparée de Marguerite de Bourgogne et lui faisait tenir un rôle extravagant. Ce n'était plus un amant qu'on attribuait à la reine de Navarre, mais 10, mais 50, un par soirée. On se montrait avec force récit et une sorte de fascination craintive la tour de Nesle devant laquelle des gardes veillaient à présent de jour et de nuit, afin d'écarter les curiosités. Car l'affaire n'était pas terminée. Plusieurs cadavres avaient été repêchés dans les parages. On affirmait que l'héritier du trône, enfermé dans son hôtel, tourmentait ses serviteurs pour leur faire avouer ce qu'ils savaient de l'inconduite de sa femme, et ensuite expédier leur corps à la Seine. Un matin, vers tierce, la belle Béatrice d'Hirson sortit de l'hôtel d'Artois. On était au début de mai, et le soleil jouait sur les vitres des maisons. Sans se hâter, Béatrice avançait, satisfaite de sentir le vent tiède lui caresser le front. Elle savourait l'odeur du printemps naissant et prenait plaisir à provoquer le regard des hommes, surtout lorsqu'ils étaient de petite condition. Elle gagna le quartier Saint-Eustache et s'engagea dans la rue des Bourdonnais. Les écrivains publics y avaient leurs échoppes, et aussi les marchands de cire qui fabriquaient les tablettes à écrire, en même temps que les chandelles et encaustiques. Mais il s'y pratiquait d'autres trafics. Au fond de certaines maisons, on cédait à prix d'or, avec des précautions extrêmes, les ingrédients nécessaires à toute sorcellerie. Poudre de serpent, crapaud pilé, cervelle de chat, poils de ribaude, ainsi que les plantes cueillies au juste temps de la lune, avec lesquelles on fabriquait les philtres d'amour ou les poisons destinés à enherber un ennemi. Et l'on appelait souvent la rue aux sorcières cette voie étroite où le diable tenait marché autour de la cire d'abeille, matière première des envoûtements. L'air détaché, le regard glissant, Béatrice d'Hirson entra dans une boutique qui avait pour enseigne un grand cierge de tôle peinte. La boutique étroite de façade était longue et sombre. Au plafond pendaient des cierges de toute taille, et sur les casiers qui garnissaient les murs, des chandelles étaient empilées, ainsi que les pins bruns, rouges ou verts utilisés pour les seaux. L'air sentait fortement la cire, et tout objet était un peu collant sous les doigts. Le marchand, vieil homme coiffé d'un gros bonnet de laine écru, faisait ses comptes à l'aide d'un boulier. À l'arrivée de Béatrice, son visage s'ouvrit d'un sourire édenté. « Maître Engelbert, dit Béatrice,
Je viens vous payer la dépense de l'hôtel d'Artois. » « Ah, c'est une bonne action, ma noble dame. C'est une bonne action, car l'argent ces temps-ci court plus vite à sortir qu'à rentrer. Chacun qui nous fournit veut être payé sur l'heure. Et puis surtout, c'est la maltôte qui nous étrangle. Quand je vous vends pour 1 livre, je dois verser 1 denier. Le roi gagne plus que moi sur mon travail. » Il chercha parmi ses tablettes de compte celle qui concernait l'hôtel d'Artois et l'approcha de ses yeux de souris. « Alors, nous avons 4 livres 8 sous, sauf à m'être trompé, et 4 deniers, se hâta-t-il d'ajouter, car il avait pris l'habitude de faire supporter à l'acheteur cette maltôte dont il se plaignait tant. « Moi, j'ai compté 6 livres, dit doucement Béatrice en posant 2 écus sur le comptoir. « Ah, voilà une bonne pratique, comme il nous en faudrait grand nombre. » Il porta les pièces à ses lèvres, puis ajouta la mine complice. « Vous voulez sans doute voir votre protégé. J'en suis bien satisfait. Il est fort serviable. Il parle peu. Maître Évrard !» L'homme qui entra, venant de l'arrière-boutique, boitait. Il avait une 30aine d'années, il était maigre, mais solidement bâti, avec le visage osseux, la paupière creuse et sombre. Aussitôt, maître Engelbert se souvint d'une livraison urgente. « Mettez la clenche derrière moi, je serai absent 1 petite heure, dit-il au boiteux. Celui-ci, dès qu'il fut seul avec Béatrice, la prit par les poignets. « Venez, dit-il. » Elle le suivit vers le fond de la boutique, passa sous un rideau qu'il souleva, et se trouva dans la resserre où l'on entreposait les pains de cire brute, les tonnelets de suif, les paquets de mèches. On y voyait aussi une étroite paillasse coincée entre un vieux coffre et le mur salpêtré. « Mon château, mes domaines, la commanderie du chevalier Évrard, dit le boiteux avec une ironie amère en désignant ce misérable habitacle. « Mais cela vaut mieux que la mort, n'est-ce pas ?» Et saisissant Béatrice aux épaules, « Et toi, souffla-t-il, tu vaux mieux que l'éternité. » Autant la voix de Béatrice était lente et calme, autant celle d'Évrard était précipitée. Béatrice souriait, de cet air qu'elle avait toujours de se moquer vaguement des choses et des gens. Elle éprouvait une délectation perverse à sentir les êtres dépendre d'elle. Or cet homme était doublement à sa merci. Elle l'avait découvert un matin, et pareil à une bête traquée, dans un coin d'écurie à l'hôtel d'Artois. Il tremblait et défaillait de peur et de faim. Ancien templier d'une commanderie du nord de la France, cet Évrard était parvenu à s'évader de prison la veille d'être brûlé. Il avait échappé au bûcher, mais non aux tortures. De la question 3 fois appliquée, il gardait la jambe à jamais tordue et aussi la raison un peu dérangée. Parce qu'on lui avait brisé les os pour lui faire confesser des pratiques démoniaques dont il était innocent, il avait décidé par représailles de se convertir au diable. En apprenant la haine, il avait désappris la foi. Il ne rêvait que sorcellerie, sabbat et hosties profanées. La rue des Bourdonnais, pour cela, était une résidence de choix. Béatrice l'avait placé chez Engelbert, qui le nourrissait, le logeait et surtout lui fournissait un alibi au regard de la prévôté. Ainsi, Évrard, dans son antre suifé, se prenant pour une véritable incarnation des puissances sataniques, s'entretenait d'espoir de vengeance et de visions de luxure. Sans un tic qui par instant lui déformait brusquement le visage, il n'eût pas été dépourvu d'une certaine et rude séduction. Son regard avait de l'ardeur et de l'éclat, tandis qu'il parcourait Béatrice des mains fébrilement et qu'elle le laissait faire toujours placide, elle dit « Tu dois être content, le pape est mort. »« Oui, oui, dit Évrard avec une joie méchante. Ces physiciens lui ont fait digérer des émeraudes pilées. Bon remède qui tranche les boyaux. Quels qu'ils soient, ces médecins-là sont de mes amis. La malédiction de maître Jacques commence à s'accomplir. Un de crevé déjà, la main de Dieu frappe vite, quand la main des hommes y aide. Et aussi celle du diable, dit-elle en souriant. Il avait relevé sa jupe sans qu'elle eût le moins du monde protesté. Les doigts gantés de cire de l'ancien templier caressaient une belle cuisse ferme, lisse et chaude. « Veux-tu l'aider à frapper encore ?» reprit-elle. « Qui ?»« Ton pire ennemi, à qui tu dois ton pied brisé. »« Nogaret ?» murmura Évrard. Il recula un peu, et son tic par 3 fois lui tordit le visage. Ce fut elle qui se rapprocha. « Tu peux te venger si tu le désires. »
N'est-ce point ici qu'il se fournit en lumière? Vous lui vendez ses chandelles? Oui, dit-il. Comment sont-elles faites? Des chandelles très longues, en cire blanche avec des mèches traitées à part, qui donnent peu de fumée. Pour son autel, il use de grands cierges jaunes qu'il ne prend pas chez nous. Ces chandelles-là, qu'on appelle les chandelles à légiste, il les emploie seulement lorsqu'il est à écrire dans son cabinet, et il en brûle 2 douzaines la semaine. En es-tu sûr? Son concierge les vient quérir par grosses. Il désigna le casier. Sa prochaine provision est déjà apprêtée, et celle de Marigny à côté, et celle de Maillard, le secrétaire du roi. C'est avec cela qu'ils éclairent tous les crimes que fabrique leur cervelle. Je voudrais pouvoir cracher dessus le venin du diable. Béatrice continuait de sourire. « Je peux te donner aussi bien, dit-elle. Moi, je sais le moyen d'empoisonner une chandelle. »« Est-ce possible ?» demanda Évrard. « Si on en respire la flamme 1 heure, on n'en regarde plus jamais d'autre, sinon celle de l'enfer. C'est un moyen qui ne laisse point de traces et n'a pas de remède. »« Comment le connais-tu ?»« Ah, voilà, » fit Béatrice en ondulant des épaules et en baissant les paupières. « Une poudre qu'il suffit de mêler à la cire. »« Et pourquoi désires-tu frapper Nogaret ?» demanda Évrard. Toujours se dandinant comme par coquetterie, elle répondit « Peut-être parce que d'autres gens que toi veulent aussi s'en venger. Tu ne risques rien. » Évrard réfléchit un instant. Son regard se faisait plus aigu, plus luisant. « Alors il ne faudrait pas tarder, dit-il en précipitant ses mots. Il se pourrait que j'aie à partir bientôt, ne le répète point surtout, mais le neveu du grand maître messire Jean de Longwy a commencé de nous compter. Il a juré lui aussi de venger messire de Molay. Nous ne sommes point tous morts, malgré le maudit qui nous occupe. J'ai reçu l'autre jour un de mes anciens frères, Jean Dupré, qui me portait un message m'informant de me tenir prêt à m'en aller vers Langres. Ce serait belle chose que d'amener en présent à messire de Longwy l'âme de Nogaret. Quand pourrais-je avoir cette poudre ? » ?»« Je l'ai là, » dit calmement Béatrice en ouvrant son aumônière. Elle tendit à Évrard un sachet qu'il ouvrit avec prudence et qui contenait 2 matières mal mêlées, l'une grise, l'autre cristalline et blanchâtre. « C'est de la cendre » dit Évrard en montrant la poudre grise. « Oui, la cendre de la langue d'un homme que Nogaret a fait périr. Je l'ai mise à dessécher dans un four à la minuit. C'est pour appeler le diable. » Puis elle désigna la poudre blanche. « Et là, c'est du serpent de Pharaon. Cela ne tue qu'en brûlant. »« Et tu dis qu'en mettant les 2 dans une chandelle ?» Béatrice abaissa le front avec assurance. Évrard fut un moment hésitant, son regard allait du sachet à Béatrice. « Mais il faut que ce soit fait devant moi, » ajouta-t-elle. L'ancien templier alla chercher un réchaud dont il attisa les charbons. Puis il tira une chandelle de la provision préparée pour le garde des sceaux, la plaça dans un moule et la mit à mollir. Ensuite il la fendit avec une lame et versa le long de la mèche le contenu du sachet. Béatrice tournait autour de lui en marmonnant des paroles de conjuration où revint 3 fois le prénom de Guillaume. Le moule fut remis au feu, puis refroidi dans un bac rempli d'eau. La chandelle ressoudée ne gardait aucune trace de l'opération. « Pour un homme qu'on a plutôt habitué à manier l'épée, ça n'est point un mauvais travail, » dit Évrard, l'air cruel et content de lui. Et il alla remettre la chandelle où il l'avait prise, en ajoutant « Qu'elle soit bonne messagère d'éternité !» La chandelle empoisonnée au milieu du paquet, et sans qu'on pût la distinguer des autres, était maintenant comme le gros lot d'une abominable loterie. Quel jour le valet chargé de garnir les chandeliers du garde des sceaux l'attirerait-il ? Béatrice eut un petit rire, mais déjà Évrard revenait vers elle et la saisissait à plein bras. « Il se peut que nous nous voyions pour la dernière fois. »« Peut-être oui, peut-être non, dit-elle. Il l'entraîna vers le grabat. « Comment faisais-tu quand tu étais templier pour rester chaste ?» demanda-t-elle. « Je n'ai jamais pu le demeurer, » répondit-il d'une voix sourde. Alors la belle Béatrice leva les yeux vers les solives, où pendaient les cierges d'église, et elle se laissa pénétrer de l'illusion d'être prise par le diable. Au reste, Évrard n'était-il pas boiteux? Le tribunal des ombres. Chaque nuit, messire de Nogaret, chevalier, légiste et garde des sceaux, travaillait fort tard en son cabinet, comme il l'avait fait toute sa vie.
Et chaque matin, la comtesse d'Artois apprenait que son ennemi avait été vu en parfaite santé, semblait-il, en se rendant et d'un bon pied, ses portefeuilles sous le bras, à l'hôtel du roi. La comtesse posait alors un regard lourd sur sa demoiselle de parage. « Patientez, madame, une grosse, cela fait 12 douzaines, à raison de 2 douzaines la semaine. » Mais la patience n'était pas le fort de Mao, qui commençait à prendre très petite opinion des vertus mortifères du serpent de Pharaon. À savoir seulement si la chandelle empoisonnée était bien allée chez son destinataire, et s'il n'y avait pas eu échange ou erreur, ou si quelque valet n'avait pas laissé choir précisément cette chandelle-là. Pour être certain de réussir, il eût fallu pouvoir la planter soi-même dans le candélabre. « La langue ne peut pas se tromper, madame, » assurait Béatrice. Mao croyait peu à la sorcellerie. Coûteuse manigance pour piètre résultat, d'abord un bon poison, décrétait-elle, s'administre par la bouche et non par fumée. Néanmoins, lorsque Béatrice lui portait son bougeoir le soir, elle ne manquait pas de lui demander avec un peu d'inquiétude « Ce ne sont point des chandelles à légiste ?» « Mais non, madame, » répondait Béatrice. Or, un matin de la fin mai, Nogaret, contrairement à ses habitudes, arriva en retard au conseil. Il pénétra dans la salle alors que déjà le roi était assis. Nogaret s'inclina très bas en offrant ses excuses. Ce faisant, un vertige le saisit et il dut se rattraper à la table. La plus urgente affaire était l'élection papale. Le siège pontifical était vacant maintenant depuis 4 semaines et les cardinaux réunis en conclave à Carpentras, selon les instructions dernières de Clément VII, se livraient à un combat qui ne paraissait pas près de finir. On connaissait fort bien la position et la pensée du roi de France. Philippe le Bel voulait que la papauté restât en Avignon, là où il l'avait installée, à portée de sa main. Il voulait que le pape, si possible, fût français. Il voulait que l'énorme organisation politique que constituait l'Église ne pût jouer, comme elle l'avait fait souvent, contre le royaume. Les 23 cardinaux assemblés à Carpentras, et qui venaient de partout, d'Italie, de France, d'Espagne, de Sicile, d'Allemagne, étaient déchirés en presque autant de camps qu'il y avait de chapeaux. Les disputes théologiques, les rivalités d'intérêts, les rancunes de famille alimentaient leur lutte. Chez les cardinaux italiens surtout, entre les Caetani, les Colonna, les Orsini, existaient des haines inexpiables. « Ces 8 cardinaux italiens, » dit Marini, « ne sont accordés que dans leur volonté de ramener à Rome la papauté. Par bonheur, ils ne le sont sur le nom d'aucun papable. » « Cet accord peut se faire avec le temps, » remarqua monseigneur de Valois. « C'est pourquoi il ne faut point leur en donner, » répondit Marini. Nogaret sentit à ce moment comme une nausée qui lui alourdissait l'estomac et gênait sa respiration. Il voulut se redresser sur son siège et il éprouva de la difficulté pour commander à ses muscles. Puis, son malaise disparut. Il respira largement et s'essuya le front. « Rome est la ville du pape pour tous les chrétiens, » dit Charles de Valois. « Le centre du monde est à Rome. » Chose qui convient aux Italiens sans doute, mais non au roi de France, dit Marini. « Vous ne pouvez tout de même pas refaire l'œuvre des siècles, messire Enguerrand, et empêcher que le trône de Saint-Pierre ne soit là où il l'a fondé. » « Mais quand le pape veut se tenir à Rome, il ne peut y rester, » s'écria Marini. « Il est forcé de fuir devant les factions qui déchirent la ville, et doit s'aller réfugier dans quelque château sous la protection de troupes qui ne lui appartiennent point. Il se trouve beaucoup mieux veillé par notre bonne forteresse de Villeneuve, de l'autre côté du Rhône. »« Le pape demeurera en son établissement d'Avignon, » dit le roi. « Je connais bien Francesco Caetani, » reprit Charles de Valois. « C'est un homme de grand savoir et de grand mérite sur qui je puis avoir de l'influence. »« Je ne souhaite point ce Caetani, » dit le roi. « Il est de la famille de Boniface et reprendrait les errements de la bulle Unam Sanctam. » Philippe de Poitiers, penchant son long buste, montra qu'il approuvait pleinement son père. « Je pense qu'il y a dans cette affaire, dit-il, assez d'intrigues pour qu'elles s'anéantissent l'une l'autre. À nous d'être les plus tenaces et les plus fermes. » Après un instant de silence, Philippe le Bel se tourna vers Nogaret. Celui-ci, le visage très pâle, respirait avec peine. « Votre conseil, Nogaret ?»« Oui, sire, » dit le garde des Sceaux avec effort. Il passa une main tremblante sur son front. « Veuillez me pardonner cette lourde chaleur. »« Mais il ne fait pas chaud, » dit Hugues de Bouville. Nogaret, à grand effort, prononça d'une voix lointaine « L'intérêt du royaume et celui de la foi commandent d'agir en ce sens. » Puis il se tut. On s'étonna qu'il eût parlé si peu,
et pour exprimer une pensée si vague. « Votre conseil, Marigny ?» Je proposerais, sire, compris prétexte de ramener en Guyenne les restes du pape Clément, selon la volonté qu'il en a montrée, pour aller presser un peu le conclave. Messire de Nogaret pourrait être chargé de cette pieuse mission, nanti des pouvoirs nécessaires et accompagné d'une bonne escorte, armée comme il convient. L'escorte garantira les pouvoirs. Charles de Valois détourna la tête, il désapprouvait cette épreuve de force. « Mon annulation en sera-t-elle hâtée ?» demanda Louis de Navarre. « Taisez-vous, Louis, dit le roi. C'est aussi à cela que nous travaillons. »« Oui, sire, dit Nogaret, sans même avoir conscience de parler. Sa voix était rauque et basse. Il éprouvait un grand trouble dans l'esprit. Et les choses se déformèrent devant ses yeux. Les voûtes de la salle lui parurent devenir hautes comme celles de la Sainte-Chapelle, puis, soudain, elles se rapprochèrent jusqu'à devenir aussi basses que celles des caveaux où il avait coutume d'interroger les prisonniers. « Qu'advient-il » demanda-t-il en essayant de desserrer son surcot. Il s'était brusquement ramassé sur lui-même, les genoux contre le ventre, la tête baissée, les mains crispées sur la poitrine. Le roi se leva, imité de tous les assistants. Nogaret poussa un cri étouffé et s'écroula en vomissant. Ce fut Hugues de Bouville, le grand chambellan, qui le ramena à son hôtel, où il fut aussitôt visité par les médecins du roi. Ceux-ci consultèrent longuement. Rien ne fut révélé de leur rapport au souverain. Mais bientôt, à la cour et dans toute la ville, on parla d'une maladie inconnue. Le poison, on affirmait avoir essayé des plus puissants antidotes. Les affaires du royaume ce jour-là restèrent comme suspendues. Lorsque la comtesse Mao apprit la nouvelle, elle dit seulement « Bon, il paie !» et elle se mit à table. Mais elle promit à Béatrice une robe complète, c'est-à-dire les 6 pièces, chemise, robe de dessous, robe de dessus, surcot, manteau et chape, le tout de la plus fine étoffe, avec en plus une belle bourse pendue à la ceinture si le garde des sceaux trépassait. Nogaret, effectivement, payait. Depuis plusieurs heures, il ne reconnaissait plus personne. Il était sur son lit, le corps secoué de spasmes, et il crachait du sang. Il n'avait même plus la force de se pencher au-dessus d'un bassin. Le sang coulait de sa bouche sur un gros drap plié qu'un valet changeait de temps en temps. La chambre était pleine. Amis et serviteurs se relayaient auprès du malade. Dans un coin, petit groupe sournois et chuchotant, quelques parents pensaient à la curée en évaluant le mobilier. Nogaret ne les distinguait que comme de vagues spectres qui s'agitaient très loin, sans raison et sans but. D'autres présences, visibles de lui seul, étaient en train de l'assaillir. Au curé de la paroisse qui vint l'administrer, il ne confessa que des râles ou des paroles inintelligibles. « Arrière, arrière !» hurla-t-il d'une voix épouvantée quand on l'oignit des saintes huiles. Les médecins se précipitèrent. Nogaret hagard se tordait sur sa couche, les yeux révulsés, repoussant des ombres. Il était entré dans les affres. Sa mémoire, qui n'aurait plus à lui faire de service, se vidait d'un coup comme une bouteille retournée qu'on va jeter, et lui présentait toutes les agonies auxquelles il avait assisté, tous les trépas qu'il avait ordonnés. Mort pendant les interrogatoires, mort dans les prisons, mort dans les flammes, mort sur la roue, mort aux cordes des gibets, se bousculait en lui et venait y mourir une deuxième fois. Les mains à la gorge, il s'efforçait d'écarter les fers rougis dont il avait vu brûler tant de poitrines nues. Ses jambes furent saisies de crampes. On l'entendit crier « Les tenailles, ôtez-les, par pitié !» L'odeur du sang qu'il vomissait lui semblait l'odeur du sang de ses victimes. Il arrivait à Nogaret pour sa dernière heure de se sentir enfin à la place des autres. Et c'était cela son châtiment. « Je n'ai rien fait en mon nom, le roi seul, j'ai servi le roi !» Ce légiste, devant le tribunal de l'agonie, tentait une ultime procédure. Les assistants, avec moins d'émotion que de curiosité et plus de dégoût que de compassion, regardaient s'enfoncer dans l'au-delà l'un des vrais maîtres du royaume. Vers le soir, la chambre se vida. Un barbier et un frère de Saint-Dominique restèrent seuls auprès de Nogaret. Les serviteurs se couchèrent à même le sol, dans l'antichambre, et la tête sous leur manteau. Bouville eut à les enjamber lorsqu'il vint dans la nuit de la part du roi. Il interrogea le barbier. « Rien n'a pu agir, dit celui-ci à voix basse. Il vomit moins, mais ne cesse de délirer. Nous n'avons plus qu'à attendre que Dieu le prenne. » Râlant faiblement, Nogaret était seul à voir les Templiers morts qui l'attendaient au fond des ténèbres. La croix cousue sur l'épaule, il se tenait le long d'une route nue bordée de précipices et qu'éclairait la lueur des bûchers.
Aymon de Barbonne, Jean de Furnes, Pierre Suffet, Brintillac, Ponsard de Gizy. Les morts se servaient de sa voix qu'ils ne connaissaient plus pour se faire reconnaître de lui. « Oui, sire, je partirai demain. » Bouville, vieux serviteur de la couronne, eut le cœur serré en percevant ce murmure qu'il se promit de rapporter au roi. Mais soudain Nogaret se dressa, le menton en avant, le cou tendu, et lui cria effrayant « Fils de cathare !» Bouville regarda le dominicain et tous deux se signèrent. « Fils de cathare !» répéta Nogaret, et il retomba sur ses oreillers. Dans l'immense, le tragique paysage de montagnes et de vallées qu'il portait en lui et qui le conduisait vers le jugement dernier, Nogaret était reparti pour sa grande expédition. Il chevauchait, un jour de septembre, sous l'éblouissant soleil d'Italie, à la tête de 600 cavaliers et d'1 millier de fantassins, vers le rocher d'Anagni. Sciarra Colonna, l'ennemi mortel du pape Boniface VIII, l'homme qui avait préféré ramer 3 ans au banc d'une galère barbaresque plutôt que de risquer d'être rendu à la papauté, marchait à côté de lui. Et Thierry d'Hirson était de l'expédition. La petite cité d'Anagni ouvrait d'elle-même ses portes. Les assaillants, passant par l'intérieur de la cathédrale, envahissaient le palais Caetani et les appartements pontificaux. Là, le vieux pape de 88 ans, tiare en tête, croix en main, seul dans une immense salle désertée, voyait entrer cette horde en armure. Sommé d'abdiquer, il répondait « Voilà mon cou, voilà ma tête, je mourrai, mais je mourrai pape. » Sciarra Colonna le giflait de son gantelet de fer, et Boniface lançait à Nogaret « Fils de cathare, fils de cathare !»« J'ai empêché qu'on ne le tuât !» gémit Nogaret. Il plaidait encore. Mais bientôt il se mit à sangloter comme avait sangloté Boniface, jeté à bas de son trône. Il était de nouveau à la place de l'autre. La raison du vieux pape n'avait pas résisté à l'attentat et à l'outrage. Tandis qu'on le ramenait à Rome, Boniface continuait de pleurer comme un enfant. Puis il était tombé dans une démence furieuse, insultant quiconque l'approchait et se traînant à 4 pattes dans la chambre où on le gardait. 1 mois plus tard, il mourait en repoussant dans une crise de rage les derniers sacrements. Penché sur Nogaret et multipliant les signes de croix, le frère dominicain ne comprenait pas pourquoi l'ancien excommunié s'obstinait à refuser une extrême onction qu'il avait reçue quelques heures plus tôt. Bouville parti, le barbier, se sachant inutile jusqu'au moment où il aurait à procéder à la toilette funéraire, s'était endormi sur son siège et dodelinait la tête. Le dominicain, de temps à autre, abandonnait son chapelet pour moucher la chandelle. Vers 4 heures du matin, les lèvres de Nogaret articulèrent faiblement « Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe ». Ses grands doigts bruns et plats grattaient le drap. « Je brûle », dit-il encore. Puis les fenêtres devinrent grises de la timide lueur de l'aube, et une cloche tinta, grêle, de l'autre côté de la Seine. Les serviteurs remuèrent dans le vestibule, l'un d'eux entra, traînant les pieds, et vint ouvrir une croisée. Paris sentait le printemps et les feuilles, la ville s'éveillait dans une rumeur confuse. Nogaret était mort, et un filet de sang séchait sous ses narines. Le frère de Saint-Dominique dit « Dieu l'a pris ». Les documents d'un règne. 1 heure après que Nogaret eut rendu l'âme, messire Alain de Pareil, accompagné de Maillard, le secrétaire du roi, vint se saisir de tous les documents, pièces et dossiers qui se trouvaient en la demeure du garde des Sceaux. Puis le roi lui-même fit une dernière visite à son ministre. Il ne resta devant le corps qu'un temps assez bref. Ses yeux pâles fixaient le mort sans ciller, comme lorsqu'il lui posait sa question habituelle « Votre conseil, Nogaret ?» et il semblait déçu de ne plus avoir réponse. Philippe le Bel, ce matin-là, n'accomplit point sa quotidienne promenade à travers les rues et les marchés. Il rentra directement au palais où il commença, aidé de Maillard, l'examen des dossiers pris chez Nogaret et qu'on avait déposés dans son cabinet. Bientôt, Enguerrand de Marigny se présenta chez le roi. Le souverain et son coadjuteur se regardèrent, et le secrétaire sortit. « Le pape au bout d'1 mois, dit le roi, et 1 mois après Nogaret ?» Il y avait de l'angoisse, presque de la détresse dans la façon dont il avait prononcé ces mots. Marigny s'assit sur le siège que le souverain lui désignait. Il resta un moment silencieux, puis il dit « Certes, ce sont d'étranges coïncidences, sire, mais de semblables choses arrivent sans doute chaque jour, dont nous ne sommes pas frappés parce que nous les ignorons. Nous avançons en âge, Enguerrand. C'est une malédiction suffisante. » Il avait 46 ans.
Marigny 49. Peu d'hommes à cette époque atteignaient la cinquantaine. « Et il faut faire tri de tout ceci, » reprit le roi en montrant les dossiers. Ils se mirent au travail. Une partie des pièces serait déposée aux archives du royaume, dans le palais même. D'autres, qui concernaient des affaires en cours, seraient conservées par Marigny ou remises à ses légistes. D'autres, enfin, par prudence, iraient au feu. Le silence régnait dans le cabinet, à peine troublé par les cris lointains des marchands et la rumeur de Paris. Le roi se penchait sur les liasses ouvertes. C'était tout son règne qu'il voyait repasser devant lui. 29 années pendant lesquelles il avait administré le sort de millions d'hommes et imposé son influence à l'Europe entière. Et brusquement, cette suite d'événements, de problèmes, de conflits, de décisions lui parut comme étrangère à sa propre vie, à son propre destin. Une autre lumière éclairait ceux qui avaient fait le travail de ses jours et le souci de ses nuits. Car il découvrait soudain ce que les autres pensaient et écrivaient de lui. Il se voyait de l'extérieur. Nogaret avait gardé des lettres d'ambassadeurs, des minutes d'interrogatoire, des rapports de police. Toutes ces lignes faisaient apparaître un portrait du roi que celui-ci ne reconnaissait pas, l'image d'un être lointain, dur, étranger à la peine des hommes, inaccessible aux sentiments, une figure abstraite incarnant l'autorité au-dessus et à l'écart de ses semblables. Plein d'étonnement, il lisait 2 phrases de Bernard de Saisset, cet évêque qui avait été à l'origine de la grande querelle avec Boniface VIII. Il a beau être le plus bel homme du monde, il ne sait que regarder les gens sans rien dire. Ce n'est ni un homme ni une bête, c'est une statue. Et il lut aussi ces mots d'un autre témoin de son règne. Rien ne le fera ployer, c'est un roi de fer. Un roi de fer, murmura Philippe le Bel. Ai-je donc su si bien cacher mes faiblesses, comme les autres nous connaissent peu, et comme je serais mal jugé. Un nom rencontré le fit se souvenir de l'extraordinaire ambassade qu'il avait reçue au début de son règne. Rabban Kaumas, évêque nestorien chinois, était venu lui proposer de la part du grand Khan de Perse, descendant de Gengis Khan, la conclusion d'une alliance, une armée de 100 000 hommes et la guerre contre les Turcs. Philippe le Bel avait alors 20 ans. Quelle griserie pour un jeune homme que la perspective d'une croisade où participeraient l'Europe et l'Asie, quelle entreprise digne d'Alexandre. Ce jour-là pourtant il avait choisi une autre voie. Plus de croisade, plus d'aventures guerrières, c'était sur la France et la paix qu'il avait résolu d'exercer ses efforts. Avait-il eu raison ? Quelle eût été sa vie, et quel empire eût-il fondé s'il avait accepté l'alliance avec le Khan de Perse ? Il rêva un instant d'une gigantesque reconquête des terres chrétiennes qui aurait assuré sa gloire dans la suite des siècles. Mais Louis VII, mais Saint Louis avaient poursuivi de semblables rêves qui s'étaient tournés en désastre. Il revint au réel, souleva une nouvelle pile de parchemins. Sur le dossier, il lisait une date, 1305. C'était l'année de la mort de son épouse, la reine Jeanne, qui avait apporté la Navarre au royaume, et à lui le seul amour qu'il eût connu. Il n'avait jamais désiré d'autre femme. Depuis 9 ans qu'elle était disparue, il n'en avait plus regardé d'autre. Or, à peine avait-il dépouillé l'habit de deuil qu'il devait affronter les émeutes. Paris, soulevé contre ses ordonnances, le forçait à se réfugier au Temple. Et l'année suivante, il faisait arrêter ces mêmes Templiers qui lui avaient fourni asile et protection. Nogaret avait conservé ses notes concernant la conduite du procès. Et maintenant, après tant d'autres, le visage de Nogaret allait s'effacer du monde. Il ne restait de lui que ces liasses d'écriture, témoignages de son labeur. Que de choses promises à l'oubli dorment ici, pensa le roi. Tant de procédures, tortures, de morts. Les yeux fixes, il méditait. Pourquoi ? Se demandait-il encore. Pour quelle fin ? Où sont mes victoires ? Gouverner est une œuvre qui ne connaît point d'achèvement. Peut-être n'ai-je que quelques semaines à vivre, et qu'ai-je fait qui soit assuré de durer après moi ? Il ressentait la grande vanité d'agir qu'éprouve l'homme assailli par l'idée de sa propre mort. Marigny, le poing sous son large menton, restait immobile, inquiet de la gravité du roi. Tout était relativement aisé au coadjuteur dans l'exercice de ses charges et tâches, sauf de comprendre les silences du souverain. « Nous avons fait canoniser mon grand-père, le roi Louis, par le pape Boniface, » dit Philippe le Bel. « Mais était-il vraiment un saint ?»« Sa canonisation était utile au royaume, sire, » répondit Marigny.
Une famille de rois est mieux respectée si elle compte un saint. Mais fallait-il dans la suite employer la force contre Boniface? Il était sur le point de vous excommunier, sire, parce que vous ne pratiquiez point dans vos États la politique qu'il voulait. Vous n'avez pas manqué au devoir des rois. Vous êtes resté à la place où Dieu vous avait mis, et vous avez proclamé que vous ne teniez votre royaume de personne, fort de Dieu. Philippe le Bel désigna un long parchemin. Et les Juifs, n'en avons-nous pas brûlé trop? Ils sont créatures humaines, souffrantes et mortelles comme nous. Dieu ne l'ordonnait pas. Vous avez suivi l'exemple de Saint Louis, sire, et le royaume avait besoin de leurs richesses. Leur royaume, sans cesse le royaume, il le fallait pour le royaume, nous le devons pour le royaume. Saint Louis aimait la foi et la grandeur de Dieu. Moi, qu'ai-je donc aimé? Dit Philippe le Bel à voix basse. La justice, sire, la justice qui est nécessaire au commun bien et qui frappe tous ceux qui ne suivent pas le train du monde. Ceux qui ne suivent pas le train du monde ont été nombreux le long de mon règne. Ils seront nombreux encore si tous les siècles se ressemblent. Et il soulevait les dossiers de Nogaret et les reposait sur la table l'un après l'autre. Le pouvoir est chose amère, dit-il. Rien n'est grand, sire, qui n'ait sa part de fiel, répondit Marigny. Et le Seigneur Christ l'a su. Vous avez régné grandement. Songez que vous avez réuni à la couronne Chartres, Beaugency, la Champagne, la Bigorre, Angoulême, la Marche, Douai, Montpellier, la Comté-Franche, Lyon et une part de Guyenne. Vous avez fortifié vos villes, comme votre père, monseigneur Philippe III, le souhaitait, pour qu'elles ne soient plus à la merci d'autrui, du dehors comme du dedans. Vous avez refait la loi d'après les lois de l'ancienne Rome. Vous avez donné au Parlement sa règle pour qu'il rende de meilleurs arrêts. Vous avez octroyé à beaucoup de vos sujets la bourgeoisie du roi. Vous avez affranchi des serfs dans maint bagage et sénéchaussée? Non, sire, c'est à tort que vous craignez d'avoir erré. D'un royaume partagé, vous avez fait un pays qui commence à n'avoir qu'un seul cœur. Philippe le Bel se leva. La conviction sans faille de son coadjuteur le rassurait, et il s'appuya sur elle pour lutter contre une faiblesse qui n'était pas dans sa nature. Peut-être dites-vous vrai, Enguerrand, mais si le passé vous satisfait, que dites-vous du présent? Hier, des gens ont dû être tenus au calme par les archers, rue Saint-Méry. Lisez ce qu'écrivent les baillis de Champagne, de Lyon et d'Orléans. Partout on crie, partout on se plaint du renchérissement du blé et des maigres salaires. Et ceux-là qui crient, Enguerrand, ne peuvent comprendre que ce qu'ils réclament et que je voudrais leur donner dépend du temps et non de ma volonté. Ils oublieront mes victoires pour ne se souvenir que de mes impôts, et l'on m'accablera de ne point les avoir nourris du temps qu'ils vivaient. Marigny écoutait, plus inquiet maintenant des paroles du roi que de ses silences. Jamais il ne l'avait entendu avouer de semblables incertitudes, ni manifester un tel découragement. « Sire, dit-il, il faut que nous décidions en plusieurs matières. » Philippe le Bel regarda encore un instant éparses sur la table les documents de son règne, puis il se redressa comme s'il venait de se donner un ordre. « Oui, Enguerrand, dit-il, il le faut. Le propre des hommes forts n'est pas d'ignorer les hésitations et les doutes, qui sont le fond commun de la nature humaine, mais seulement de les surmonter plus rapidement. » L'été du roi. Avec la mort de Nogaret, Philippe le Bel parut avoir pénétré dans un pays où personne ne pouvait le rejoindre. Le printemps réchauffait la terre et les maisons. Paris vivait dans le soleil, mais le roi était comme exilé dans un hiver intérieur. La prophétie du grand maître ne quittait plus guère son esprit. Souvent, il partait pour l'une de ses résidences de campagne, où il suivait de longues chasses, sa seule distraction apparente. Mais il était vite rappelé à Paris par des rapports alarmants. La situation alimentaire dans le royaume était mauvaise. Le coût des vivres augmentait. Les régions prospères n'acceptaient pas de diriger leurs excédents vers les régions pauvres. On disait volontiers « trop de sergents et pas assez de froment ». On refusait de payer les impôts et l'on se révoltait contre les prévôts et les receveurs des finances. À la faveur de cette crise, les ligues de barons en Bourgogne et en Champagne se reconstituaient pour soutenir de vieilles prétentions féodales.
Robert d'Artois, mettant à profit le scandale des princesses royales et le mécontentement général, recommençait à fomenter des troubles sur les terres de la comtesse Mao. « Mauvais printemps pour le royaume, dit un jour Philippe le Bel devant monseigneur de Valois. « Nous sommes dans la 14e année du siècle, mon frère, répondit Valois, une année que le sort a toujours marquée pour le malheur. » Il rappelait par là une troublante constatation faite à propos des années 14 au cours des âges. 714, invasion des musulmans d'Espagne. 814, mort de Charlemagne et déchirement de son empire. 914, invasion des Hongrois accompagnée de la Grande Famine. 1114, perte de la Bretagne. 1214, la coalition d'Othon IV, vaincue de justesse à Bouvines, une victoire au bord de la catastrophe. Seule l'année 1014 manquait à l'appel des drames. Philippe le Bel regarda son frère comme s'il ne le voyait pas. Il laissa tomber la main sur le cou du lévrier lombard qu'il caressa à rebrousse-poil. « Or, le malheur, cette fois, mon frère, est le produit de votre mauvais entourage, reprit Charles de Valois. Marigny ne connaît plus de mesure, il use de la confiance que vous lui faites pour vous tromper et vous engager toujours plus avant dans la voie qui le sert, mais qui nous perd. Si vous aviez écouté mon conseil dans la question de Flandre. » Philippe le Bel haussa les épaules d'un mouvement qui voulait dire « À cela, je ne puis rien ». Les difficultés avec la Flandre ressurgissaient périodiquement. Bruges, la riche, irréductible, encourageait les soulèvements communaux. Le comté de Flandre, de statut mal défini, refusait d'appliquer la loi générale. De traités en dérobade, de négociations en révolte, cette affaire flamande était une plaie inguérissable à l'épaule du royaume. Que restait-il de la victoire de Mons-en-Pévèle? Une fois encore, il allait falloir employer la force. Mais la levée d'une armée exigeait des fonds. Et si l'on repartait en campagne, le compte du trésor dépasserait sans doute celui de 1299, demeuré dans les mémoires comme le plus élevé que le royaume ait connu. 1 642 649 livres de dépenses, accusant un déficit de près de 70 000 livres. Or, depuis quelques années, les recettes ordinaires s'équilibraient autour de 500 000 livres. Où trouver la différence? Marigny, contre l'avis de Charles de Valois, fit alors convoquer une assemblée populaire pour le 1er août 1314 à Paris. Il avait déjà eu recours à de pareilles consultations, mais surtout à l'occasion des conflits avec la papauté. C'était en aidant le pouvoir royal à se dégager de l'obédience au Saint-Siège que la bourgeoisie avait conquis son droit de parole. Maintenant, on demandait son approbation en matière de finances. Marigny prépara cette réunion avec le plus grand soin, envoyant dans les villes messagers et secrétaires, multipliant entrevues, démarches, promesses. L'assemblée se tint dans la galerie Mercière dont les boutiques ce jour-là furent fermées. Une grande estrade avait été dressée où s'installèrent le roi, les membres de son conseil, ainsi que les pairs et les principaux barons. Marigny prit la parole, debout, non loin de son effigie de marbre, et sa voix semblait plus assurée encore qu'à l'accoutumée, plus certaine d'exprimer la vérité du royaume. Il était sobrement vêtu. Il avait de l'orateur la prestance et le geste. Son discours, dans la forme, s'adressait au roi, mais il le prononçait tourné vers la foule, qui de ce fait se sentait un peu souveraine. Dans l'immense nef à 2 voûtes, plusieurs centaines d'hommes venus de toute la France écoutaient.